Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief du 21e rendez-vous de la saison. On va évoquer un bon, voire très bon Grand Prix de Las Vegas. Et oui, un petit peu à la surprise générale, c'était peut-être une des 3-4 meilleures courses de la saison, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Dans le pré-prix et la vidéo de samedi soir, on a déjà évoqué les aspects plutôt négatifs. La bouche d'égout, la pénalité de Sainz, les spectateurs pas remboursés, le sport-spectacle à son paroxysme. Aussi le tracé qui me laissait un petit peu dubitatif, on a peut-être été un petit peu trop négatif dans cette vidéo, allez la revoir si ça vous intéresse. En attendant, aujourd'hui on se concentre clairement sur la course, mettez d'ores et déjà un like et abonnez-vous si vous voulez me soutenir, et on débriefe tout ça. Alors avant-hier, sûrement refroidi par tous les événements du week-end, j'avais fini par être pessimiste concernant les opportunités de dépassement, mais au final il s'est bien produit ce qu'on prédisait depuis plusieurs mois, le fameux côté passe, repasse et repasse grâce aux grandes lignes droites qui se suivent et grâce au DRS qui permet de plonger au virage 14. Au final, c'est le type de circuit qui met le mieux en valeur, je trouve, ces Formule 1 modernes, ces accélérations consécutives et ce DRS qui permet vraiment de s'attaquer et de contre-attaquer surtout, de pouvoir rester proche et du coup de bénéficier à son tour du DRS. C'est comme ça que ça marche le mieux et c'est ce qu'on voit notamment sur les circuits comme Bahreïn où consécutivement on peut contre-attaquer. Le Dirty Air n'existe quasiment pas à Vegas en fait et c'est un bel avantage de ce tracé qui nous a fait un peu mentir sur le dimanche. Je continue de penser qu'esthétiquement il n'est pas très beau quand il est zoomé et que côté virage il n'y a pas grand chose d'intéressant. Mais on a pensé le truc pour le spectacle et ça on l'avait dit vraiment depuis la découverte du tracé. J'avais parié sur le fait que la course ne serait pas ennuyante parce qu'il y a ces grandes lignes droites qui vont nous faire des dépassements à quasiment chaque tour et c'est ce qu'on a vu en fait, il y a eu énormément de dépassements, surtout sur la fin de course. Alors 99% d'entre eux sont au même virage, après 1,9 km d'aspiration et avec un DRS très fort, mais on a fait en sorte de créer le dépassement avec les contraintes modernes, c'est à minima malin. On a aussi eu des événements qui nous ont pimenté la course d'hier, avec cette grille un petit peu mixée, le départ chaotique qui crée une virtual safety car, un premier accident qui crée une safety car, une deuxième qui vient relancer la course. Je pense que sans la deuxième safety car, les choses auraient commencé doucement à se tasser. Là, ça nous a offert une nouvelle course assez folle sur les 15-20 derniers tours. Alors là-dedans, va falloir mettre beaucoup de contexte pour expliquer certains résultats parce que les deux bascules, à la fois le départ et la deuxième safety car, ont relancé, ont impacté positivement ou négativement la course de beaucoup de pilotes. Ocon, Bottas, Perez, Stroll. Voilà, là-dedans, les résultats bruts veulent, je pense, dire encore moins de choses que d'habitude. Il va falloir un petit peu tout expliquer. On y va. On commence déjà par le départ et la première controverse, Verstappen qui emmène Leclerc en dehors du Nevada et qui prend la tête de la course. Bon là en vrai c'est tellement évident et tout le monde a tellement pris la bonne décision par la suite et eu la bonne réaction qu'il n'y a presque plus rien à dire. Initialement j'ai cru que Leclerc avait un peu trop tassé Verstappen à l'intérieur, ce qui avait forcé le néerlandais à freiner de manière un peu bizarre. Mais en fait non, il freine juste trop tard sur un circuit qui manque de grip et du coup il n'a pas d'autre choix que de tirer tout droit, ce qui emmène Leclerc avec lui évidemment, il passe hors de la piste et les 5 secondes de pénalité sont tout à fait logiques, il n'y a pas de débat là-dessus. On aurait pu faire le choix de lui demander de rendre la position plutôt que de le pénaliser, je pense que dans ce genre de cas, c'est plutôt ça qui s'impose. Mais sur ce circuit, rendre la position, en fait, ça n'aurait pas vraiment pénalisé Verstappen puisqu'il serait resté dans le DRS et aurait sûrement pu repasser immédiatement. Donc au final, ça finit bien cette affaire puisque tout a été bien jugé, je trouve. Et puis derrière, il y a eu pas mal de chaos. D'abord, on a Alonso, voilà, tout seul, plongeon beaucoup trop optimiste. Il est arrivé ce qui serait arrivé à Verstappen s'il n'avait pas tiré tout droit, un spin. Il évite de peu Gasly et les Williams, mais derrière, pas mal de monde est pris au piège, dont Bottas, tout comme Perez, qui est obligé de rentrer dans l'arrière-train de l'Alfa Romeo. C'est clairement l'erreur de Fernando. Tous ceux qui ont tenté de prendre fortement cet intérieur se sont fait piéger. Il fallait profiter un petit peu comme dans un banking de l'extérieur. On a aussi vu une grosse faute de Carlos Sainz qui freine trop tard et va s'empaler sur la roue de Lewis Hamilton. Voilà. Beaucoup de pilotes par contre ont pointé du doigt les voitures vintage qui servent à faire les tours de parade. Il y en a au moins une ou deux qui auraient perdu de l'huile de manière assez grave hier. Et du coup, ça a sûrement rendu ce premier virage, cette ligne de départ arrivée, un petit peu plus tricky comme on dit. On l'a vu, Pierre Gasly, il y avait de la poudre antidérapante sur son emplacement, ça c'est vraiment dégueulasse, ça l'a pas du tout avantagé. Donc là pour le coup, ça reste quand même une faute assez grave que de ne pas penser à ce genre de choses.
Ensuite, contrairement à ce qu'on aurait pu penser après le premier virage, on a eu une lutte pour la victoire et on a même eu une belle lutte puisqu'on a vu que Leclerc arrivait à rester proche de Verstappen, puis même à se rapprocher de lui, il tenait bien mieux ses gommes, ce qui est quand même surprenant pour la Ferrari, il l'a même dépassé et vu que le néerlandais avait ses 5 secondes de pénalité, il est ressorti un petit peu loin à la bataille avec George, un petit peu de personnes intercalées entre eux et Leclerc. Il avait ses secondes d'avance, il avait sorti les autres de son DRS, bref, on va le dire clairement, oui, pour moi, et c'est le titre de cette vidéo, sans la safety car, la victoire, elle revenait à Charles Leclerc hier. Une safety car provoquée par ses deux poursuivants, Max poussait et a débordé George à un endroit vraiment impressionnant, et la Mercedes lui a tourné dessus, la Red Bull était dans son angle mort, et oui, c'est aussi le souci d'avoir des F1 aussi grosses, des vrais paquebots, et des miroirs qui sont tout petits. Je pense que les pilotes ne peuvent quasiment rien voir. Cette safety car a enlevé à Leclerc tout l'avantage qu'il s'était construit sur le premier relais, ça a remis Pérez deuxième avec le DRS qui pour moi est l'élément le plus important sur ce circuit. Quand t'as 3, 4, 5 secondes d'avance, t'es hors d'atteinte. Quand t'en as une, deux, bah t'es mort parce qu'avec le DRS, on peut constamment t'attaquer à chaque tour et se rapprocher. Donc ça a enlevé à Leclerc le côté matelas qu'il avait. Et aussi, ça l'a mis mal au niveau des pneus, puisque les autres avaient des hard neufs, alors que les siens ont dû être chauffés, puis déchauffés par la safety car, puis rechauffés. Ça a fait que du coup, ils étaient pendant un certain temps dans une mauvaise fenêtre de température. Ça lui a fait tout recommencer et dans une position beaucoup moins avantageuse que lors du premier relais. Alors il a mené une bataille incroyable avec Pérez, on va y revenir, mais Max lui a été absolument chirurgical à partir du restart. Avantage sur les pneus, voiture extrêmement rapide, DRS, voilà, personne n'a rien pu faire. Le rythme du néerlandais fait même dire à certains que même sans safety car, Leclerc n'aurait pas pu gagner car Max était plus rapide, mais moi je ne suis pas d'accord puisque tout se joue sur cet avantage pneumatique et le DRS récupéré par les deux Red Bull. Si Leclerc avait pu rester devant avec des pneus comme les autres, même plus frais de 5-6 tours, je vois pas qu'il aurait rattrapé ces 5 secondes d'écart quand on voit à l'arrivée qu'il est très proche de Max sur la ligne alors qu'il n'y a pas l'avantage pneumatique on l'a dit et qu'il a dû batailler pendant 15 tours avec Pérez et Verstappen ce qui lui a fait perdre du temps. Voilà, pour moi, voilà, c'est clair et net. Sans safety car hier, nous aurions eu droit à un Fratelli d'Italia cher à Enzo Ferrari, vous le savez. Alors, aurait-il dû lui aussi s'arrêter sous safety car, puisqu'il serait quand même ressorti devant Verstappen, vu que lui aussi s'est arrêté, et il aurait eu le rythme pour aller chercher Checo, ça lui aurait permis d'enlever le côté désavantage aux pneus qu'il a eu sur les vieux hard. En fait, je pense pas, parce que quoi qu'il arrive, le problème, c'est que ça a redonné le DRS à tous ses concurrents, et à partir de là, Verstappen était imbattable, je pense. Et puis en plus, au moment où la safety car tombe, s'arrêter, c'est donner la première place à Pérez. Donc je pense que c'est un choix qui n'avait pas trop de sens. Donc personnellement, je ne pense pas qu'il y ait de sujet avec le fait qu'il ne se soit pas arrêté sous la safety car. Bon, Leclerc a donc complètement été énorme, hein. Ça rappelle aussi à certains son niveau, après des critiques que j'ai souvent trouvées démesurées sur son cas cette saison, sa fin d'année est même d'un niveau absolument sensationnel. Il a doublé quand même 3 fois une Red Bull hier, c'était sa 3e pole en 4 Grands Prix, il est le pilote du jour, il fait une performance incroyable, la victoire aurait dû lui revenir. Voilà, il n'y a rien à dire. Il a même réussi à réparer la petite erreur qu'il a fait au tour 43 en allant rechercher Pérez de très belle manière dans le tout dernier tour, ce qui nous a fait tous vibrer. Bon, c'est très 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 fort. Leclerc est juste un des meilleurs pilotes de cette grille. Hein. Concrètement, on l'a dit, il lui manque quelques petits trucs, mais allez revoir la vidéo sur les notes que j'ai sortie il y a 1 semaine et demie. Pour moi, c'est un des 5 meilleurs pilotes de cette saison, encore plus après cette performance. Parce que voilà, il a quasiment rien raté cette année et il est juste très très fort, les amis, très très fort. Pérez, lui, on était très content de le revoir là. Alors oui, c'est circonstanciel parce que concrètement, il se fait sortir en Q2 et il est impliqué dans les accrochages du premier virage, donc il est très loin. Mais justement, de devoir s'arrêter sous la première safety car pour changer son aileron, eh bien, ça lui permet d'allonger son relais et donc d'être en tête lorsque la safety car sort et de ressortir deuxième, se remettre dans le paquet. Donc voilà, forcément c'est circonstanciel, mais son rythme était bien meilleur ce week-end que sur beaucoup des week-ends de cette saison. Je mets clairement ça sur le compte du circuit qu'il préfère et qui crée sûrement moins d'écart entre les coéquipiers. Et puis Max, lui, a connu un week-end mouvementé, pas de pole, mine de rien, encore une fois, il y en a plus qui lui ont échappé de pole que de victoire cette saison, clairement. Il y a ce fameux départ où, clairement, il se rate, et du coup, cette pénalité. Il y a l'accrochage avec Russell, même si pour moi, du coup, il n'est pas responsable, mais quand même, ça lui a fait perdre quelques secondes, quelques places aussi. À l'arrivée, voilà, comme je l'ai dit, son niveau, à partir du restart, a été juste absolument
monstrueux. Bah voilà, ça fait 18 sur 21, 53 en carrière, autant que Sébastien Vettel. D'habitude, je reproche à Max de nous laisser un peu indifférents en termes d'émotion. Bah là, j'ai réussi à kiffer avec lui et il m'a fait kiffer. Donc franchement, je pense que dans sa saison de champion imbattable, c'est un des week-ends qui restera le plus peut-être. On déroule à présent la suite du classement et quelle surprise de retrouver Esteban Ocon à la 4e place, lui qui partait 17e. Faut qu'on se pose 2 minutes là. C'est quoi ce week-end d'Alpine? Si quelqu'un a compris quelque chose, je suis preneur. Le circuit allait à l'inverse de leur qualité, mais bon, ils finissent 4e. Mais la voiture qui était 4e samedi, elle s'est écroulée le dimanche, et la voiture qui était 18e le samedi, elle a volé le dimanche. Est-ce que c'est possible de faire plus illisible et plus incompréhensible? Je ne pense pas. Disons quand même que le résultat d'Esteban Ocon n'est pas vraiment un résultat brut, net, limpide. Alors, il a très bien conduit, je vais évidemment y revenir, il n'a pas fait de faute le dimanche, mais il y a quasiment 10 voitures qui s'écartent devant lui au premier virage. Certes, ensuite, il va chercher Sargent et Magnussen, mais la safety car aussi l'aide à regratter quelques positions. Donc à l'arrivée, voilà, il avait le 8e meilleur rythme hier, je crois. Donc si la course s'était déroulée normalement, il aurait fait sûrement une 10e place en faisant la même performance et on en aurait pourtant parlé beaucoup moins positivement. Donc il faut toujours faire attention. La remontée de 17 à 4, elle n'est pas aussi claire que ça. Très bonne course de sa part, mais voilà, contexte, élément. Voilà, je l'ai dit, ça ne change rien en fait qu'il a été absolument parfait, surtout sur la deuxième partie de course. Une fois que les éléments l'avaient bien replacé, il est devenu injouable. La clé de sa fin de course a été le dépassement sur Gasly, malgré la consigne d'Alpine de ne pas dépasser, mais clairement, heureusement qu'il est passé, puisque sinon il aurait perdu un temps fou et je pense qu'il n'aurait pas pu finir 4e à l'arrivée. Je dois avouer que j'ai pas compris et j'ai pas aimé en fait la consigne d'Alpine. Déjà, elle est dite bien trop tardivement, quand la bataille entre les deux commence. Elle n'est pas claire et elle n'est pas répétée. Si vraiment tu voulais hold position, bah tiens-le, affirme-toi. Non, là on a fait ne dépasse pas. Bon, t'es passé, ok, ça marche. Voilà, désolé, j'ai pris la boîte. Je sais pas si vous connaissez ce super format sur Canal+, mais voilà, on se régale. Donc non seulement ça manquait d'autorité et un peu comme ce qui s'est passé au Japon, ça me laisse un peu interrogateur sur la chaîne de commandement un petit peu parfois d'Alpine en course, mais en plus la consigne elle avait absolument aucun sens. Esteban il était bien plus rapide, dans un meilleur momentum, en fait c'était pas une consigne pour le résultat sportif, c'était une consigne parce qu'ils ont eu peur qu'ils s'accrochent et qu'ils perdent un superbe résultat. Ok, c'est compréhensible, mais à un moment donné, on est là pour courir et il faut avoir aussi du courage. Il faut laisser les garçons se battre, en plus on sait qu'ils sont tous les deux très responsables. Et si jamais on avait vraiment interdit à Ocon de passer, ça aurait ruiné la course d'Alpine qui se serait fait remonter par Stroll, par sûrement Sainz aussi, par peut-être au moins une des deux Mercedes. Donc heureusement qu'ils ont été un peu mous, mais voilà, c'est pas génial de leur part. Le week-end de Pierre, lui, est plus dur à juger. Il y a une énorme performance en qualification, on l'a dit samedi soir, et il se fait vraiment avoir par la safety car puisqu'elle lui fait perdre quelques places, mais surtout, elle annule l'avantage qu'il s'était créé sur ses concurrents directs de la fin de course sur le premier relais. Il peut vraiment s'estimer malheureux hier, parce que terminer avec 0 points après tout ça, c'est pas logique. Les éléments ont vraiment joué en sa défaveur. Dans une course normale, après le premier virage, il est censé terminer normalement dans le top 6 à minima. Mais bon, tout de même, on notera que son rythme sur la deuxième partie de course n'a vraiment pas été terrible. En tout cas, il y avait une grosse différence vis-à-vis d'Esteban Ocon. Il a dégringolé, sortant même des points. Bruno Famin a dit que c'était surtout une différence qui s'est jouée au niveau des pneus. En tout cas, ça lui coûte très cher et jamais il n'a réussi à endiguer sa chute. Ça fait malheureusement terminer le week-end sur une note plus mauvaise, 100 points. Des éléments défavorables, mais bon, voilà, un rythme un peu qui laisse à désirer sur la deuxième partie de course. Et du coup, dans les 3 derniers tours, il a perdu le dernier point au bénéfice d'un Oscar Piastri qui symbolise bien à quel point la course des uns et des autres a bénéficié d'éléments positifs et négatifs et à quel point beaucoup de pilotes hier sont assez compliqués à juger. Alors déjà, il partait loin, il avait un peu raté sa qualif, même si McLaren n'était pas là, il était quand même derrière Norris, etc. etc. Mais il gagne pas mal de positions au départ, et ensuite il remonte sur les quelques pilotes qu'il a devant lui. Oui, mais il y a cet accrochage et cette crevaison avec Lewis Hamilton, et pour moi, bien que ça reste un incident de course, je trouve qu'il insiste un peu trop. Hamilton est passé, va passer. La roue est positionnée au mauvais endroit, reste derrière lui, réattaque le prochain tour au DRS, je comprends pas trop pourquoi il a insisté, ça lui a coûté beaucoup trop cher. La safety car, elle lui fait un bien fou puisqu'elle va le replacer au pied du podium, à ce moment-là il est parmi les hommes de tête, ça embellit clairement sa course.
Oui, mais il devait s'arrêter une autre fois puisqu'il avait chaussé 2 fois des pneus hard. Et du coup, en fait, sa position de 4e, 5e, elle n'était pas vraiment réelle. À l'arrivée, voilà, il finit quand même très fort sur les médiums puisqu'il va chercher le point du meilleur tour et le dernier point de la 10e place. J'ai quand même envie de dire que c'est plutôt positif parce que cette crevaison malheureuse détruit un peu sa course et il était quand même là dans l'air libre, il était fort, on a vu à quel point il avait du rythme. Il est finalement, voilà, je l'ai dit, la preuve ultime que les résultats bruts d'hier ne veulent pas forcément dire grand chose, et il est aussi la preuve que la McLaren finalement, elle s'est ratée en qualif parce que sur un tour, elle n'a pas trouvé la bonne fenêtre, mais en course, elle avait vraiment du rythme. Je pense qu'ils auraient pu vraiment concurrencer les Mercedes et que dans une course normale, ils seraient remontés plutôt pas mal dans les points. Ça laisse aussi un peu des regrets quant à Norris qui s'est mis dans le mur seul au 3e tour de manière assez violente. Il a juste perdu la voiture. Ça arrive, mais ça reste évidemment sa plus grosse erreur de la saison pour un de ses moins bons week-ends de la saison du coup. On l'évoque depuis le début de ce déprix, avec tous les événements qu'il y a eu dans cette course, les pilotes sont durs à juger, et c'est le cas des 5 qu'il nous reste à évoquer dans les pilotes ayant marqué des points, à commencer par Lance Stroll. Lance Stroll, il est 5e hier, mais franchement, qui aurait pu l'imaginer alors qu'il partait 19e à la suite d'un samedi catastrophique complètement. Ça c'est fou. Alors il s'arrête dès le 3e tour sous la première safety car, car le pari des pneus soft était perdu d'avance, mais ça fait de lui le grand gagnant au moment de la safety car, la 2e, puisqu'il a étiré son relais et s'est retrouvé 3e quand elle est sortie. Donc forcément, c'est circonstanciel, à l'image un peu d'Ocon, sauf que là vraiment la safety car lui fait sa course. Cependant, également à l'image d'Ocon, une fois qu'il a été bien replacé dans le wagon de tête, il a été très fort. Personne ne l'a rattrapé derrière, il a même été chercher Gasly devant lui, il termine 5e. Bon voilà, encore une fois, du positif, du négatif, mais Lance Stroll à l'arrivée, il est là, et il finit très bien cette saison 2023. Ce que j'ai beaucoup aimé, moi surtout, c'est le rythme sur la 2e partie, comparé à Alonso. Beaucoup moins en difficulté que sur l'entièreté de la saison. Pareil, avec tout ce qui lui est arrivé, comment juger le week-end de Carlos Sainz ? En termes de performance pure, je crois qu'il était plutôt bien là, seulement un demi-dixième derrière Leclerc en qualif, et en rythme de course, on a vu dans les quelques moments où il a pu l'exploiter qu'il était certes, je pense, un poil en dessous de Leclerc, mais ça restait très bon, à l'image des performances de ses derniers week-ends. Et à l'arrivée, il remonte 6e. Grosse performance aussi de sa part, c'est assez incroyable. Oui, mais il a tout de même bénéficié de circonstances. Il y a cette énorme erreur au premier virage. Normalement, ça doit lui gâcher sa course. Oui, mais il y a la première safety car au 3e tour. Ça lui permet d'économiser un temps fou, même d'en regagner. Et il était super bien placé quand la 2e est sortie. Alors en effet, ensuite, il a très bien déroulé son rythme. Il est remonté, il a été chercher des gros points et sa fin de relais est bonne. Mais normalement, après son erreur du premier tour, dans un Grand Prix normal, je ne suis pas sûr qu'il remonte au-dessus de la 10e place, quoi. Donc, faut savoir rester aussi un petit peu mesuré. Je vais quand même retenir que lui, il a eu beaucoup d'éléments négatifs quand même dans le week-end, avec la pénalité de 10 places, etc. Donc ça lui gâche son week-end. Je vais m'arrêter sur la performance pure qui était en dessous de celle de Leclerc, mais Leclerc a vraiment été stellaire et Sainz a été bon, voire très bon en termes de perf. Les Mercedes, elles, m'ont surpris positivement car elles avaient plus de rythme que ce à quoi je m'attendais sur cette piste. La vitesse de pointe était vraiment bonne au final, mais les éléments ont vraiment joué contre eux. Déjà, on a Russell qui était très performant, il nous fait une énorme qualif, il avait un très bon rythme, il a réussi à embêter Verstappen sur la première partie de course. Clairement, il avait un podium facile en main, une 3e place à minima. Oui, mais voilà, il y a un truc qui, comme très souvent pour lui dans cette saison, s'est mis en travers de son chemin. Là, bon, c'est sa faute, puisqu'il a tourné sur Verstappen, il ne l'a pas vu dans son angle mort, ça lui fait perdre un temps monstre, mais surtout ça a sorti une safety car qui a donné des avantages énormes à tous ses poursuivants. En fait, ça les a replacés dans le jeu, alors qu'en fait, normalement, ils étaient éliminés. Et malgré ça, sa fin de course, elle est très bonne. Ça prouve que ce week-end, il avait vraiment un gros niveau de performance. Oui, mais il y a les 5 secondes de pénalité, et du coup, il passe de 4 à 8, et il perd 2 points sur Hamilton ce week-end, il termine derrière, alors qu'il est exceptionnel, c'est assez dingue. Un Hamilton du coup qui a été moins étincelant, on va se le dire, puisqu'il sort en Q2, il ne joue pas les premiers rôles, etc. Mais sincèrement, il a fait une course de malade et il s'est tapé toute la misère du monde. Je crois que tout le monde en voulait à Lewis Hamilton hier. Sainz lui rentre dedans au premier virage, Norris lui envoie des débris au 3e tour, Piastri lui provoque ensuite une crevaison et j'estime que Lewis a pas vraiment de faute à voir dans cet accident. Et puis à la fin, il est 7e.
Alors, forcément, il y a les 2 safety cars qui tombent au bon moment, ça lui permet de, à chaque fois, pas perdre beaucoup de temps, voire même d'en regagner, finalement, ça l'a bien aidé. Et la Mercedes était quand même très forte hier, donc je ne dirais pas qu'il y a un exploit de Lewis Hamilton à terminer 8ème sur la piste devant Fernando Alonso et Piastri. Mais voilà, concrètement, il a eu énormément d'éléments négatifs et surtout on ne peut rien lui retirer sur sa performance. Et puis pour terminer sur ceux qui marquent des points, j'ai été assez déçu du week-end de Fernando Alonso. Déjà, je l'avais dit samedi soir, je suis resté un peu sur ma faim dans son dernier tour de Q3, je pensais qu'il pouvait partir mieux placé que ça. Et puis, il y a cette énorme erreur au premier virage, où il part tout seul en spin et ça le fait perdre très très gros. Malgré ça, les safety cars l'aident, mais il ne finit que 9ème et son rythme sur la fin de course face à Stroll me paraît quand même assez léger. Donc ouais, c'était une des moins bonnes performances de la saison pour Fernando, une des moins inspirées. Alors, il y en a eu beaucoup, des très bonnes cette saison, donc forcément, ça ne l'aide pas. Mais bon, là, c'était pas top. Au final, malgré tous ces mouvements de course, c'est assez paradoxal puisqu'on retrouve quand même une victoire de Verstappen et on retrouve aussi les 6 meilleures écuries dans les 11 premières places et il n'a manqué que Norris. Au final, aucune des surprises de la qualification n'a pu tenir. Le pauvre Bottas se fait sortir dès le premier virage et en plus derrière, il s'arrête juste un tour avant la 2e safety car. Ça ne s'invente pas, le pauvre. Tout ce qui aurait pu mal se passer hier, c'est mal passé pour lui, ça ne récompense pas du tout un week-end où il a été plutôt très bon. Magnussen lui avait résisté au chaos, mais on a vite vu que la Haas n'avait pas ce qu'il fallait pour se maintenir dans les points, se battre avec les voitures qui sont revenues de l'arrière. Il a fait une course vraiment honorable et en vrai, c'était peut-être un petit peu mieux pour Haas que d'habitude, notamment grâce au circuit qui fait la part belle à la vitesse de pointe. Mais bon, voilà, ça n'a pas suffi, il n'y avait quand même aucun espoir réaliste de points. Quant aux Williams, elles commencent à reculer avec les timings de la safety car et elles étaient aussi bien moins à l'aise que sur un tour où elles savent mieux utiliser leur gomme. Hier, elles avaient du graining et puis face aux concurrents du top 10, c'est-à-dire les top teams, voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire. Albon a mieux résisté qu'un Sargent qui a été un poil plus en difficulté forcément, mais il n'y avait pas grand-chose à faire. Au moins Williams a devancé ses concurrentes directes, mais il n'y a pas de point à l'arrivée. Et puis pour conclure, on va évoquer 4 pilotes qui n'ont pas existé du week-end. Je pense même qu'il y a certains, on n'est pas sûr qu'ils étaient à Las Vegas. Par exemple, Guan Yu Zhou, est-ce que vous l'avez vu? Voilà, je ne sais pas, il se fait sortir en Q1, très loin de Valtteri Bottas. Et dans la course, forcément, non seulement à cause de l'alpha et de sa position de départ, il n'existe pas. Ça fait quand même une performance moyenne de plus dans cette saison, dans cette deuxième partie de saison pour Guan Yu Zhou. Ça commence à devenir un petit peu compliqué. Je pense qu'on en parlera dans les bilans de fin de saison. Autre pilote invisible, Nico Hülkenberg, alors lui au moins il va en Q2 et comme circonstance atténuante il avait le fait qu'il utilisait la Haas sans les évolutions pour tester et puis le pauvre a fini par abandonner à la fin sur soucis mécaniques. Mais voilà, ça reste un week-end où Hülkenberg a été en dessous des perfs qu'il a su nous faire sur l'entièreté de la saison. Et puis il y a les AlphaTauri, Ricciardo a été absolument invisible lors du week-end de Las Vegas. Voilà, c'était un des absents de ce week-end. Je pense que la faute principale, elle revient à la voiture. Je pense que c'était la pire machine ce week-end, l'AlphaTauri. En qualif, il n'y a que McLaren qui fait un moins bon résultat d'ensemble. Et en course, je pense qu'il n'y a personne qui fait une moins bonne performance. La voiture n'a jamais réussi à débloquer quelque chose. Donc Ricciardo a fait ce qu'il a pu, mais forcément c'était pas glorieux. Et Tsunoda lui a été en dessous de son leader. Maintenant, on peut peut-être le dire comme ça. Bon, il faut dire aussi qu'il n'est pas forcément aidé par les safety cars. Il s'arrête juste avant et puis il finit également par abandonner dans le même échappatoire d'ailleurs que Hülkenberg. Ça fait une image assez marrante. Un week-end très morose pour AlphaTauri qui, je pense, a quasiment dit adieu aux espoirs de 7ème place. Et justement, parfaite transition pour les classements. Perez a assuré la 2ème place et le doublé au championnat pilote pour Red Bull, bravo à lui, on n'y croyait plus trop il y a quelques semaines. Hamilton lui est d'ores et déjà assuré de la P3, la bataille par contre derrière lui elle est énorme entre la P4 et la P7, Alonso, Sainz, Norris, Leclerc ça va se décanter à Abu Dhabi. Russell sera 8ème, Piastri sera 9ème, Stroll sera vraisemblablement 10ème, par contre il n'y a que 4 points entre les deux Alpines à la faveur de Gasly pour la 11ème place. Et puis côté constructeur, c'est quand même ultra intéressant avant la dernière course, 4 points d'écart entre Mercedes et Ferrari, une douzaine entre Aston et McLaren, finalement on pensait que c'était mort mais les Verts sont quand même revenus. Statu quo en revanche en fin de classement, 7 points de retard pour AlphaTauri sur Williams, 7 points en un Grand Prix pour ce genre d'équipe c'est quand même très lourd donc attention, c'est peut-être scellé, on verra ça.
Côté notes, je vous les affiche, je ne les reprends pas forcément toutes parce qu'elles découlent de ce qu'on a dit sur les uns et les autres, hein. C'est assez logique. Peut-être que certaines vous sembleront trop hautes ou pas assez, je vous laisse me le dire dans les commentaires et votez vous-même dans le Google Doc en description. N'oubliez pas qu'il y a tous ces événements positifs et négatifs qui impactent les courses des pilotes, donc le jugement est plus compliqué, il ne faut pas se baser seulement sur le résultat final. Donc voilà, je compte sur votre bienveillance dans les commentaires pour m'aider à ajuster toutes ces belles petites notes des pilotes et des équipes. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Sur ce, je vais vous laisser parce que ce débrief, je pense, était déjà assez long comme ça. Merci de votre écoute, comme d'habitude, et je pense qu'on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Il ne reste plus qu'un seul Grand Prix dans cette saison 2023. À la fois, on est content d'arriver à la fin, puisque la saison a été longue, et je pense que 22 Grands Prix, c'est déjà beaucoup. Mais s'installe un petit peu une petite nostalgie. Rendez-vous compte, dimanche prochain, c'est le dernier départ de Formule 1 avant 3 mois, avant ces longs mois d'hiver où on se demande ce qui va se passer, avant cette énorme excitation avant Bahreïn. On verra évidemment, on passera l'hiver ensemble, déjà à la fin décembre, avec les bilans de fin de saison, soyez là. Allez, merci, pensez au like et à l'abonnement si le cœur vous en dit. On se quitte avec Enzo Ferrari qui va faire livrer à Brackley, le siège de Mercedes, des énormes rétroviseurs, parce que si George Russell en avait eu un compétent, eh bien hier Leclerc aurait gagné. À bientôt.